Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine L'Homme et son environnement. Dans ce premier numéro de votre magazine, nous allons essentiellement parler de la 15e conférence des partis sur les changements climatiques qui s'est tenue du 7 au 18 décembre 2009 à Copenhague, au Danemark. Tenez-vous bien, plus de 15 000 personnes ont pris part à cette 15e conférence, dont plus de 100 chefs d'État. Les détails dans ce reportage. Plus de 15 000 personnes ont pris d'assaut la capitale du Danemark, Copenhague, pendant 15 jours, du 7 au 19 décembre 2009. Et pour cause, la 15e conférence des partis sur les changements climatiques. Un concept qui fait bouger tout le monde entier actuellement et dont les conséquences sont bien visibles sur les populations et notamment celles du Sud. Elle qui pollue moins, mais c'est l'Afrique qui paye le plus lourd tribut des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi cette 15e conférence devrait aboutir à un accord global sur des points précis, notamment les financements des projets relatifs à l'adaptation aux effets des changements climatiques. En tout cas, cette 15e conférence a enregistré la présence de plus de 120 chefs d'État. Tous sont venus pour discuter des conséquences liées aux effets des changements climatiques et envisager des mesures à prendre. Je voudrais vous parler de l'impact négatif des changements climatiques sur mon pays, le Mali. Le Mali est un pays soudainement sahélien et saharien, mais retenons que la partie sahélo-saharienne occupe près de 2/3 de la superficie du Mali, qui compte 1 240 000 km². Mais la tragédie, c'est l'avancée du désert qui devient un trait dominant de l'évolution climatique avec ses conséquences. Quelles conséquences, mesdames et messieurs? D'abord, ce sont nos villages et nos hameaux qui disparaissent, avalés par le sable. C'est l'achèvement des points d'eau avec toutes les conséquences requises. C'est l'envahissement progressif des terres de culture. C'est l'ensablement de nos lacs et surtout les voies d'accès à ces lacs. C'est la déforestation à grande échelle pour permettre de faire place à de nouveaux champs qui ont été déjà envahis par le sable, ce qui nous permet aussi, dans certains cas, de déforester pour couvrir nos besoins énergétiques. Au Mali, comme dans tous les pays du Sahel, la sécheresse est endémique. Dans certaines années, qui sont rares, nous avons quelques pluies. Mais pour la plupart du temps, nous vivons dans un déficit chronique, pluviométrique reculant. Et même si nous avons des pluies, elles sont mal réparties. Parfois, c'est des inondations, destruction de l'habitat et de nos maigres récoltes. Au Mali, comme dans toute la zone du Sahel, l'insécurité alimentaire est une menace permanente. Nos efforts ne sont pas toujours récompensés, malgré l'assiduité et surtout malgré le courage et la bravoure de nos braves agriculteurs. Nos efforts ne sont pas récompensés pour permettre de couvrir nos besoins alimentaires. La priorité des priorités pour nos gouvernements devient alors comment faire en sorte que nos populations puissent accéder à des produits alimentaires pour couvrir notre déficit alimentaire qui est chronique. Nous sommes obligés de recourir au marché mondial, de plus en plus spéculatif. Le souvenir de la hausse vertigineuse des prix en 2007 reste encore gravé dans nos mémoires. Mesdames et messieurs, un livre, encore moins un discours, ne suffirait pas à raconter les épreuves que les changements climatiques font vivre aux populations du Sahel. Il est difficile de dire que Copenhague a été totalement un échec. Le Mali souhaite que cette conférence historique de Copenhague parvienne à un accord satisfaisant, équilibré, de lutte contre les changements climatiques. Il s'agit entre autres, comme point de proposition, de coopérer pour que nos pays puissent mettre au point des politiques nationales en vue de réduire
d'au moins 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2019 et 90%, pourquoi ne pas être ambitieux, comme on l'a dit, pour 2050. D'inclure les changements climatiques dans nos stratégies de développement, développer notre coopération pour le transfert des technologies liées au changement climatique. Mais, mesdames et messieurs, le Mali propose avec beaucoup d'instance, et c'est là avec beaucoup d'insistance, que le développement agricole doit être au centre des solutions pour atténuer les effets néfastes du changement climatique. Soutenir les initiatives qui contribuent à une gestion responsable et durable des forêts et la lutte contre la désertification. Mais, mesdames et messieurs, depuis la famille et à l'école, nous devons prendre toutes les dispositions pour former, à partir de maintenant et pour toujours, l'éco-citoyen. Il faut apprendre aux enfants dès maintenant quelles sont ses conséquences. Parce que ce ne sont pas seulement les effets du changement climatique, mais il faut reconnaître aussi, les dire avec honnêteté, il y a le fait de l'homme. L'homme également participe dans une phase pas aussi importante, mais l'homme aussi participe à la dégradation de son climat. Comment voulez-vous comprendre que dans un village malien, on coupe un arbre de 50 ans pour en faire tout simplement un tam-tam? Et c'est une Afrique décidée, cette fois-ci, qui vient avec une seule voix poser le problème tout en évitant la politique de la main tendue. L'accord prévoit que, au plus tard, le 31 janvier, ce qui n'a pas pu être fait à Copenhague, c'est-à-dire obtenir les niveaux d'engagement des réductions d'émissions de gaz à effet de serre de la part des pays développés, puisse être concrétisé. Que chaque pays, au plus tard le 31 janvier, puisse déposer ses intentions de réduction des gaz à effet de serre. Et également, l'accord prévoit un financement immédiat de l'ordre de 30 milliards d'ici 2012, à raison de 10 milliards par an, pour venir en appui aux actions d'adaptation et d'atténuation menées particulièrement par les pays les plus vulnérables. Et il est prévu que ce financement soit porté à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Et la préoccupation qui est au cœur de tout ça, qui sous-tend tout ça, c'est celle qui consiste à faire en sorte de limiter l'augmentation des températures à une fourchette en dessous de 2 degrés. On a négocié depuis 2 années dans le cadre d'un processus de 2 négociations parallèles, le protocole de Kyoto et le plan d'action de Bali. Et l'Afrique attend à ce qu'il y ait 2 résultats concrets et légaux dans cette COP, cette 15e conférence des parties ici à Copenhague, et ne participera jamais dans la mort du protocole de Kyoto. L'Afrique est venue ici pour obtenir un accord à Copenhague. Seulement, il faut savoir que cet accord, nous le voulons équitable et surtout ambitieux. Et donc, l'Afrique a fait un certain nombre de propositions qui sont sur la table et ces propositions doivent être prises en compte au même titre que toutes les autres propositions. Le protocole de Kyoto a été adopté au Japon le 11 décembre 1997 avec pour objectif majeur d'obliger les pays développés, qui sont les parties de l'annexe 1, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en moyenne de 5,2% entre 2008 et 2012. Donc, comme vous le savez, le Mali a participé à cette 15e conférence des parties sur les changements climatiques. Et sur place, le Mali a eu droit à une projection de film sur la gestion durable des terres. Suivez ce film.
Mali est un pays semi-aride situé en Afrique de l'Ouest. Il a une superficie de 1 241 000 km² pour une population de près de 14 millions d'habitants. La diminution de la production agricole est due en partie au changement climatique, avec pour conséquence la dégradation des sols, l'érosion, la sécheresse et autres calamités naturelles. Pour s'adapter à cette nouvelle donne, la gestion durable des terres apparaît aujourd'hui comme une approche idoine pour mettre en synergie différents secteurs. Le changement climatique peut ouvrir de nouvelles perspectives pour les pratiques productives et la gestion durable des terres à travers le reboisement, la gestion améliorée des ressources en eau, la gestion intégrée de la fertilité des sols, l'agroforesterie et la gestion améliorée des pâturages. Nous sommes ici à Ouan, dans la région de Ségou. Cette parcelle stérile a été abandonnée depuis des décennies. Aujourd'hui, l'espoir renaît peu à peu grâce au projet de récupération des eaux de pluie. Il y a plus de 50 ans qu'on ne cultive pas ici. Même l'herbe n'y pousse pas. Avec le projet, nous avons fait beaucoup de cordons pierreux et procédé à la sémence. Nous avons beaucoup produit, ce qui veut dire que le projet a été avantageux pour nous. On a été beaucoup aidé par la Direction nationale des eaux et forêts, la coopération allemande et le PAM, Programme alimentaire mondial. Vraiment, on a coup de force de dire, nous, ça va te magier, quelqu'un, ça va. Cette technique est une expérience originale conduite par la Direction nationale des eaux et forêts avec l'accompagnement de la coopération technique allemande et le Programme alimentaire mondial, la PAM. Les femmes ont beaucoup participé à la réalisation de ce projet cette année à travers le transport de l'eau et des pierres. Ce champ de mil était jadis un terrain de football pour les enfants. Aujourd'hui, la végétation reprend progressivement. Des récoltes sont même attendues. Nous avons installé justement un dispositif qui permet de collecter les eaux de pluie et de les convertir en infiltration. Le dispositif comprend les diguettes qui sont tracées le long des courbes de niveau. Après, les diguettes sont situées au niveau du plateau, mais en aval, nous avons installé au niveau des champs, des tranchées pour collecter les eaux de pluie. Le but visé, c'est d'abord convertir l'eau de ruissellement en infiltration, améliorer la production agricole au niveau des champs, protéger les infrastructures, la route nationale et le village, et aussi créer des revenus pour les populations. Cette opération a également permis de protéger le village contre les inondations. Les eaux de pluie qui descendaient sur le village ont été bloquées par ces tranchées, sans quoi c'est la catastrophe. De ce fait, nous avons vu l'importance du projet. Les endroits où les herbes ne poussaient plus, ces lieux sont aujourd'hui cultivables grâce au projet. Tayo est un village du cercle de Tomia. Les grands arbres disparaissent petit à petit. Pour restaurer la végétation, les populations pratiquent la méthode Plaza, c'est-à-dire planter sans arroser. Une technique simple avec plein d'avantages. La méthode Plaza, c'est une technique de plantation innovante qui a pour objet au jour d'aujourd'hui de permettre aux paysans de planter les arbres et les réussir au-delà même de la période hivernale. Le changement climatique a une cause dans tout ce que nous sommes en train de voir présentement. Et nous aussi, on a intérêt à faire en sorte que face à cette insuffisance de